Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Nombreux ce soir, malgré l'heure tardive en fin de journée. J'espère que la journée va été bonne. On va essayer de vous la rendre meilleure encore avec cette thématique sur l'IT et la durabilité. On a des intervenants de qualité. On a vraiment un bon moment à passer ensemble. Donc, je ne vais pas faire trop l'introduction. Mon nom est Christophe Barmand. Je suis cofondateur de l'OICO. L'OICO qui co-organise avec l'INR cette conférence. INR qui va se présenter à vous et qui va également, dans quelques minutes, vous dire quelques mots de bienvenue. Alors, avant ces mots de bienvenue, je voulais vous donner quelques informations relatives à la tenue de ce webinaire. Vous avez l'habitude maintenant, hein, mais sachez que vous pouvez poser vos questions à tout moment avec l'option Q&A. Cette option, elle vous permet en fait de poser directement vos questions aux différents intervenants. Les intervenants, ils vont essayer d'y répondre à ces questions pendant le webinaire, ce qui va nous permettre de maximiser le nombre de questions posées et de réponses données pendant l'heure qui nous est attribuée. Et puis, on vous enverra évidemment une synthèse des questions et des réponses après le webinaire sous forme d'un joli PDF. Vous aurez la possibilité de poser vos questions, alors pas après chacune des présentations, mais pendant la table ronde tout à l'heure, en levant la main virtuellement. On vous donnera la possibilité d'activer votre micro et ben, quand la table ronde leur permettra. Et puis, on vous enverra la présentation et toutes les slides, évidemment. Évidemment, vous aurez aussi un format replay vidéo qui vous sera transmis par voie de mail également après la conférence. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour les règles du jeu. J'ai passé ma parole à Delphine. Delphine est membre du comité scientifique de l'Institut du numérique responsable et on te dit bienvenue Delphine et merci pour tes mots. Eh bien, merci beaucoup, Christophe. Merci également pour l'invitation à ce webinaire. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vois que vous êtes nombreux ce soir à rejoindre cette discussion sur un thème qui prend de plus en plus d'importance dans ce monde hyper connecté, où également l'urgence climatique est aussi bien réelle. Alors, comment concilier numérique et durabilité? Eh bien, c'est une question que l'OICO soulève ce soir en invitant effectivement des experts du domaine pour échanger. Et c'est aussi le défi que l'Institut du numérique responsable suisse a pour ambition de relever en apportant des solutions concrètes et accessibles pour les entreprises, en proposant également des outils collaboratifs et évolutifs pour se lancer dans la démarche et puis en effectuant un travail quotidien de sensibilisation auprès du grand public et des organisations. Et puis l'INR suisse s'appuie également sur un large réseau en France et en Belgique. Alors, je vous encourage donc tous à rejoindre le mouvement et puis je remercie encore chaleureusement toute l'équipe de l'OICO qui nous rassemble ce soir pour finalement rentrer dans l'action d'un numérique plus durable. Merci à tous. Merci, chère Delphine. Et comme elle est importante, cette thématique, donc on se réjouit de l'aborder. Et merci de nouveau aussi à l'INR d'avoir mis en place ce magnifique panel dont on se réjouit et qu'on va présenter. Alors, vous avez reçu le programme, donc je vais non pas y aller en détail. Vous avez également eu les noms des intervenants qui se présenteront à vous. Ils vont se présenter en introduction de leur conférence, donc je ne vais pas le faire à leur place. Et je vais sans plus attendre passer la parole à Ivan. Ivan, il est fondateur de Canopé et membre du comité scientifique chez l'INR. Donc, cher Ivan, bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir. Et puis, la parole est à vous. Je serai le passeur de slide, donc n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre si jamais je n'étais pas suffisamment actif. Voilà. Très À bien. tout de suite. Merci Christophe. Je vous propose de passer la slide. Je vais me présenter en même temps que les slides. Donc, bienvenue tout le monde. Le but de cette présentation, c'est de parler de comment améliorer l'impact de l'informatique en entreprise. Donc, nous allons voir par où commencer et que faire pour sensibiliser ses collaborateurs et collaboratrices. Alors, tout d'abord, une rapide introduction de Canopé et de l'Institut numérique responsable suisse. Tu peux passer. Oui. Alors, je suis le fondateur de Canopé. C'est une start-up neuchâteloise. Nous accompagnons les entreprises, les organisations à mettre en place une stratégie numérique responsable à travers différentes actions. La première, c'est la mesure de l'empreinte des organisations. C'est important de comprendre où est-ce qu'on est pour s'améliorer. La deuxième, c'est de former et de sensibiliser les collaborateurs au numérique responsable. Et enfin, pour les organisations les plus exigeantes, on les audite et on les certifie au label numérique responsable. Et d'un autre côté, j'ai une autre casquette, c'est je suis membre du comité scientifique
Et donc, c'est quoi l'Institut du numérique responsable? Ce sont 3 instituts européens, comme a bien dit Delphine. Ce sont un institut en Suisse, un institut en Belgique, un institut en France. Nous couvrons pas mal d'objectifs de développement durable. Et notre but principal, c'est de promouvoir les bonnes pratiques du numérique responsable pour tous les secteurs de la société. Ça peut être les particuliers, les organisations, mais aussi l'administration publique. D'un point de vue du comité scientifique, nous travaillons sur un rapport sur l'état du numérique en Suisse, c'est-à-dire quel est l'impact environnemental, sociétal et économique de l'utilisation actuelle du numérique. Ce rapport sera publié, on va dire, fin Q1 2022 et j'espère que vous aurez le plaisir de le lire. Alors, avant de commencer, une petite anecdote. Saviez-vous que pendant ma présentation de 15 minutes, vous allez être interrompu entre 2 à 3 fois, soit par un email, soit par un message WhatsApp? Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on vit dans un monde hyper connecté. En 2020, à chaque minute, nous avons envoyé 42 millions de messages WhatsApp et plus de 200 millions d'emails. D'un autre côté, tous les ans, du fait de notre activité Internet, nous produisons plus de 4000 gigaoctets de données. Ces 3 chiffres montrent une réalité de la digitalisation de notre société et de notre industrie. D'un autre côté, nous avons un autre sujet qui est d'actualité, qui est le réchauffement climatique, comme a dit Delphine. Nous nous sommes mis des objectifs très ambitieux pour l'agenda 2030 et en même temps, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans quelques années, nous allons faire face à une pénurie de ressources naturelles, autant pour le pétrole comme pour des composants qui serviront à fabriquer des équipements électroniques. Le but de ma présentation, c'est de vous montrer que l'immatériel, le cloud, est bien matériel et qu'il pollue beaucoup. Pour certaines entreprises, cela peut représenter jusqu'à 30% de son empreinte environnementale. Le but de ma présentation et de la présentation de l'INR, ce n'est pas de faire peur ou de dire je ne vais plus utiliser la technologie. Le but de la présentation, c'est de dire qu'au quotidien, nous pouvons mettre en place des bonnes pratiques pour continuer à utiliser la technologie tout en réduisant son empreinte environnementale. Donc, on vous donne la bienvenue à notre univers numérique responsable. Alors, quand on parle de numérique, très souvent, on n'arrive pas à le définir de façon collective. Le numérique se définit par 3 piliers. Le premier, c'est l'informatique. Il nous faut des ordinateurs, il nous faut des écrans, il nous faut des smartphones, il nous faut des logiciels pour pouvoir travailler dans le numérique. Le deuxième pilier, c'est Internet. Il nous faut cette grande interconnexion de ces équipements pour pouvoir nous partager des données. Et finalement, nous avons besoin des réseaux de télécommunications. Il nous faut des centres de données, il nous faut des antennes, il nous faut des kilomètres de fibres optiques qui sont nécessaires pour connecter les différents postes de travail. Donc, c'est ça le numérique. Quand on parle de numérique, on parle très souvent de Internet of Things ou Internet des choses ou des objets, qui sont ces objets connectés qui communiquent entre eux. Au travail, nous avons simplement les laptops, les smartphones, les écrans et toutes ces applications mobiles qui sont connectées au cloud et qui génèrent des données. D'un point de vue personnel, nous avons des frigos connectés, nous avons des montres connectées, nous avons des raquettes connectées. Je ne sais pas si parmi vous, il y a aussi, comme moi, des adeptes au tennis, mais maintenant, avec une marque de raquettes que je vais citer, Babola, vous pouvez mesurer la frappe et l'angle avec laquelle vous frappez la balle. Et finalement, nous avons les voitures connectées. Elon Musk, le fondateur de Tesla, a reconnu que les voitures connectées, ce ne sont plus des voitures, mais ce sont des ordinateurs avec des roues, des pneus. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la quantité de données va augmenter de plus en plus. Non, oui, non, oui. Donc ici, on peut voir le graphique qui montre l'évolution du volume de la datasphère. La datasphère, c'est la quantité de données que l'on produit par année. La première observation, c'est que c'est une augmentation exponentielle. La deuxième observation qu'on peut faire, c'est qu'entre 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, et 2025, nous allons tripler la quantité de données. Cela a une première conclusion. C'est logique, nous avons de plus en plus d'objets connectés parmi nous, donc c'est normal que la quantité de données augmente. La deuxième conclusion que l'on peut dire, c'est quel est l'impact d'avoir de plus en plus de données. Qui dit plus en plus de données veut dire plus en plus d'infrastructures qui vont supporter ces données.
En effet, nous aurons besoin de plus d'antennes, plus de serveurs dans les centres de données, plus de fibres optiques, etc., etc. Donc, nous aurons à la fois une croissance... Non, pas encore. En arrière. Nous aurons à la fois une croissance de la consommation électrique, donc qui dit consommation électrique dit pollution CO2, mais aussi nous aurons une augmentation du nombre d'objets à fabriquer, comme les ordinateurs, les serveurs, etc. Donc, retenez bien que quand vous voyez un graphique qui dit augmentation de données, ça veut dire augmentation de la pollution, mais aussi augmentation de la dépense économique d'une organisation. Tu peux passer si tu veux, Christophe. Merci beaucoup. Donc ici, un simple graphique qui montre quelle est l'évolution de l'impact CO2 du numérique si l'on fait rien et si on fait quelque chose. Pour la partie violette, le scénario sobriété, c'est-à-dire quelle serait l'évolution de l'empreinte CO2 pour le numérique si on se met dès aujourd'hui au numérique responsable. Donc on passe de 3 à 5% à peu près. Si l'on ne fait rien, on atteindra les 8% en 2025, qui est l'équivalent de tout le transport routier mondial. Donc finalement, le numérique n'est pas si immatériel. Il représente 3,8% aujourd'hui de CO2. C'est autant que l'aviation civile. Consomme 10% de l'électricité mondiale. C'est l'équivalent de la production de 100 réacteurs nucléaires. Consomme 100 milliards de litres d'eau par année. C'est pas 100 milliards, c'est l'équivalent de 100 milliards de douches. Et nous avons de plus en plus de dispositifs connectés. On estime qu'aujourd'hui, on a entre 25 et 40 milliards d'objets connectés sur Terre. Donc ça, c'était, on va dire, la face cachée, la face mauvaise du numérique, mais nous allons voir maintenant comment elle s'applique dans les organisations. Alors ici, un exemple de quelle est l'empreinte de la fabrication d'un système d'information pour une entreprise, une organisation de 50 collaborateurs. Tout ce qui est ordinateur, serveur et autres, ça représente juste à la fabrication 34 000 kg de CO2 et beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau. D'un autre côté, nous avons aussi l'utilisation annuelle qui représente à peu près 1 tonne de CO2 équivalent. Et finalement, si on regarde en équivalence, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Uniquement l'empreinte de fabrication du système d'information d'une entreprise de 50 collaborateurs, c'est l'équivalent de 180 000 km en voiture ou de 1400 arbres qui vont être utilisés pour conserver le CO2, ce qui est un impact non négligeable dans une organisation. Oui, c'est bon. Du coup, l'impact des systèmes d'information aujourd'hui est de plus en plus important, autant dans la partie économique, environnementale et sociétale. D'un point de vue économique, aujourd'hui, en implémentant une stratégie numérique responsable, on arrive à réduire de 25% les dépenses en électricité du système d'information. Nous arrivons aussi à réduire de 33% les dépenses en équipement informatique du fait de la meilleure utilisation et de la meilleure gestion de ce parc informatique. D'un point de vue environnemental, comme je vous ai dit, on peut atteindre jusqu'à 30% de réduction de l'empreinte environnementale pour une entreprise qui pourrait être dans le secteur tertiaire et qui utilise principalement le digital. Et voilà, ça c'est quelques chiffres que je vous ai déjà donnés avant avec le 4 et le 8%. D'un point de vue social, aujourd'hui, les conditions d'extraction des matériaux dans les mines, principalement en Afrique et en Chine, ne respectent souvent pas les droits de l'homme. Et d'un autre côté, on utilise des mineurs, des enfants, pour réduire les coûts de production et parce qu'ils sont plus obéissants que les adultes. Alors ici, quelques exemples d'organisations et d'entreprises qui sont déjà engagées avec le numérique responsable. Donc, tout d'abord, nous avons l'OICO, qui est membre de l'Institut numérique suisse. Ensuite, en Suisse, nous avons aussi la ville de Lausanne, les SIG de Genève et la ville de Genève qui sont aussi soit labellisés, soit membres de l'Institut. Et ensuite, du côté français, nous avons par exemple Schneider Electric a estimé que l'application de la stratégie numérique responsable lui permet d'économiser chaque année 10 millions d'euros et d'économiser plus de 60 000 tonnes de CO2. Et pour toutes les autres entreprises que l'on voit ici, ce sont aussi des grandes économies et une meilleure image publique.
Alors, réellement, comment on peut déjà, dès aujourd'hui, mesurer son empreinte numérique? Tout d'abord, vous pouvez aller sur le site de l'Institut numérique responsable français et utiliser leur calculette numérique responsable. À travers différentes questions, vous pourrez déterminer quel est l'impact aujourd'hui de votre utilisation du numérique en entreprise. Et le deuxième outil, c'est Carbon Analyzer. Il vous permet de mesurer quelle est l'empreinte. C'est une extension du navigateur Mozilla Firefox ou Google Chrome. Il vous permet de mesurer votre empreinte de navigation sur Internet, en CO2 et en électricité. Alors, comme je vous ai dit, le but de cette présentation, c'est de faire l'état des lieux de l'empreinte environnementale, mais surtout de vous donner des bonnes pratiques numériques faciles et applicables dès demain. La fabrication des équipements électroniques représente entre 60 à 80% de l'empreinte totale des équipements numériques. D'où l'importance de limiter l'achat des nouveaux équipements et d'étendre leur durée de vie. Si nous avons besoin d'acheter, privilégier les appareils reconditionnés et une fois, lorsqu'on arrive en fin de vie, recycler correctement les déchets électroniques et électriques. Quand nous allons acheter des équipements nouveaux, nous pouvons faire le choix d'acheter ces équipements qui ont obtenu un certificat environnemental. Très souvent, on n'est pas conscient de ces labels. Et ici, je vous en présente 3. Le premier, c'est Energy Star. C'est un label américain qui est d'une administration publique qui donne un peu, on va dire, ceux qui ont ce certificat, c'est qu'ils utilisent efficacement l'énergie. D'un autre côté, nous avons HRAE. Ce label s'applique aux serveurs des centres de données. Et finalement, nous avons TCO, qui est l'équivalent européen de Energy Star. Une fois que nous avons réduit la quantité de données que nous générons, bien sûr, il est important d'utiliser des centres de données qui utilisent de l'énergie verte. Donc, on va les appeler des centres de données verts. La quatrième bonne pratique, c'est d'implémenter la sobriété numérique, c'est-à-dire faire aussi bien qu'avant, mais en utilisant moins de ressources. Et finalement, c'est de sensibiliser, de former vos collaborateurs, de mesurer votre empreinte numérique et de l'intégrer dans votre calcul, votre rapport annuel de développement durable. Alors, implémenter une stratégie numérique responsable, avant, c'était un choix. Aujourd'hui, ce ne l'est plus. Et ici, je vous donne 2 citations qui me paraissent très intéressantes. C'est choisir un futur technologique, c'est choisir un certain avenir sociétal. Et la technologie ne sera ni plus ni moins écologique que nous le serons. Donc, le numérique responsable permet de s'affranchir en partie de cette empreinte environnementale, sociétale et économique du numérique. Merci. Un grand merci, cher Ivan, d'avoir posé le cadre, d'avoir si bien posé le cadre, et puis évidemment rester avec nous, puisqu'on aura le plaisir de vous retrouver sur la table ronde tout à l'heure. Voilà, on a le grand plaisir d'accueillir Christine Morisseau, responsable du pôle numérique responsable et durable des HUG, hôpital universitaire de Genève. Chère Christine, c'est un grand plaisir de vous avoir et on vous donne la parole pour les 10 prochaines minutes. Vous êtes en mute, chère Christine. Je vous laisse activer votre micro. J'ai commencé trop vite. Bonjour, merci de m'accueillir. J'ai la joie de vous présenter ce qu'on fait actuellement au HUG en termes de responsabilité numérique. Et j'espère que ça va susciter des questions et puis pas mal d'échanges pour qu'on puisse apprendre ensemble. Alors, je vais démarrer juste par une présentation brève des HUG, donc ce slide-là. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est un des plus grands employeurs du canton avec à peu près 12 000 collaborateurs, 150 métiers. On a 8 hôpitaux publics et 2 cliniques, 2008 lits d'hospitalisation, mais on a quand même un grand volume. On a une urgence toutes les 4 minutes, 130 000 urgences à l'année, et puis environ 4 000 naissances. Donc ça, c'est pour vous donner un peu la volumétrie des HUG. La suivante. Je vais essayer d'aller moins vite. Alors, pourquoi on se préoccupe de durabilité dans un hôpital? Suivante. C'est que le secteur hospitalier représente 4,4% des émissions mondiales des émissions de gaz à effet de serre et puis 2 milliards de tonnes de CO2 par année. Alors, si on reporte ça pour la Suisse, c'est 6,7% des émissions nationales et puis rien que pour les HUG, c'est 1,5%. Donc, on voit qu'on est sur des volumes très importants. Suivante.
Ces gaz à effet de serre se répartissent en différents secteurs et les principaux sont tout ce qui est bâtiment, chauffage, électricité, nouvelles constructions, une grosse partie pour les médicaments, une grosse partie sur la mobilité, et puis une partie sur les achats, où on va retrouver un périmètre qui nous intéresse puisque c'est la partie aussi achat des équipements informatiques. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi on engage le numérique responsable? Eh bien, si on fait la similitude, on voit qu'on a des chiffres assez similaires que vous a présenté tout à l'heure Ivan. 3,8% des émissions globales de GES, 0,2% de la consommation d'eau, 4,2% d'énergie primaire. Donc, on est aussi sur des très gros chiffres. Et vu les engagements du canton en termes de plan de développement durable, il faut qu'on fasse de gros efforts. Suivant. Alors, le système d'information des HUG, c'est deux gros centres de calcul internalisés, 1500 serveurs, 13 000 ordinateurs, 13 000 téléphones, 4 000 smartphones, 600 applications. Donc, on voit qu'on a une grosse partie qui est un développement cœur de métier qui est fait en interne, qui s'appelle le dossier patient intégré, qui permet de gérer l'ensemble de tout le dossier patient et d'assurer la transversalité de la prise en charge des soins pour l'ensemble de l'hôpital. Alors, ce qui est aussi très important à voir, c'est que l'augmentation et l'évolution du système d'information, elle est de plus 10% par an en termes applicatifs et les équipements sont aussi de plus 8% par an. Aujourd'hui, on estime que le renouvellement, simplement le renouvellement, pas les achats, c'est-à-dire on renouvelle à peu près un sixième du parc ou un cinquième il y a quelques années par an, plus les 8% d'ajout, ça représente 400 véhicules qui tournent 7500 km par an. Et si on continue avec des courbes comme ça, en 2050, on sera à 800 véhicules, l'équivalent de 800 véhicules qui roulent. On a une grosse partie de déchets, donc ils ne sont pas que seulement les déchets informatiques, mais tous les déchets électroniques de l'hôpital qui représentaient environ 54 tonnes. Alors, la stratégie du numérique responsable, elle s'est inscrite par le fait aussi qu'on avait, déjà on a un grand historique en termes d'éco-bilan au HUG, puisque le premier éco-bilan, il a été fait en 2009, qui était le premier hôpital européen à travailler sur la durabilité. Et puis, les actions sur le développement durable se sont succédées lors de tous les plans stratégiques. Et puis là, on est dans un nouveau plan stratégique, ce qu'on appelle 2020-2000+5, qui va à 2025. Et la stratégie de la direction des systèmes d'information a été revue et on a souhaité intégrer tout ce qui était développement et durable, dont le numérique responsable. Pour ça, on a défini un pôle qu'on a rattaché directement au directeur de la DSI et puis on a totalement intégré ce plan stratégique et la gouvernance associée dans la gouvernance responsable sociale et environnementale des HUG pour qu'on soit en phase sur les actions et qu'on puisse être aussi au clair sur les périmètres et les différentes mesures qu'on effectue pour qu'on soit vraiment sur les mêmes bases de chiffres. Alors, on a défini une stratégie. Non, c'est toujours le même slide, excuse-moi. On a défini une stratégie pour les 5 prochaines années et on a fait une feuille de route qu'on a déclinée en 2 axes. Alors, les 2 axes, ils sont importants pour nous parce que le premier, c'est déjà comment on peut, de notre côté, être éco-responsable et transformer la direction des systèmes d'information et les services qu'elle produit. Et puis, l'autre axe, c'est on n'est pas seulement un centre de coûts, on est aussi force de proposition et on est aussi là pour essayer de faire diminuer le bilan carbone et favoriser le développement durable des HUG par les solutions innovantes qu'on peut proposer. Suivant. Donc, cette feuille de route sur le premier axe, on va retrouver des choses assez classiques. La première chose, c'est savoir évaluer et quantifier son empreinte carbone, développer la culture numérique responsable à la DSI. Ça, c'est important parce que les gens n'ont pas forcément été formés et ne connaissent pas forcément ces enjeux, même à la direction des systèmes d'information. Intégrer le développement durable dans la gouvernance du SI, c'est tous les projets démarrés doivent pouvoir avoir la composante développement durable qui est mesurée. Concevoir des biens de services numériques, ça c'est avec les nouvelles éco-conceptions, etc. Je donnerai des exemples plus concrets juste après, j'essaie de les lister. Acheter intégré, c'est tout ce qu'on fait en termes d'appel d'offres pour intégrer tous les critères de développement durable. On travaille avec Electronic Watch et avec le partenariat PAIR qui permet d'acheter pour toutes les entreprises romandes du matériel informatique. On a des critères assez stricts. Favoriser la réutilisation, la réparation, l'économie circulaire, et puis être un acteur de référence pour le numérique responsable. Donc là, on va se concentrer vraiment sur ce qu'on produit à la direction des systèmes d'information et comment on veut être pour pouvoir être un maximum dans le développement durable. Et puis le deuxième axe, c'est plus comment on accompagne les HUG, donc comment on informe nos métiers des enjeux, puisque eux, ils sont demandeurs de solutions informatiques et ils ne voient pas forcément les impacts que ça peut avoir. Comment on peut leur proposer des solutions innovantes
Typiquement, on a développé des solutions pour limiter les ressources utilisées, favoriser aussi les solutions de télétravail, de télémédecine, etc. Les accompagner dans leurs propres projets. Typiquement, quand on a un projet pour limiter le nombre de gâchis de médicaments, par exemple, c'est souvent basé sur des solutions informatiques. Et puis, un autre axe qui est très important et qu'on a beaucoup exploré lors du Covid, c'est qu'on a besoin d'être très agile. Et on a pu être très agile aussi car on a mis en place un pilotage par tableau de bord. Et ces tableaux de bord dynamiques doivent nous permettre en fait, de pouvoir mesurer l'impact environnemental des solutions qu'on met en place et surtout de voir leurs évolutions et de pouvoir essayer d'infléchir les courbes pour aller dans le bon sens. Alors, je vais essayer de prendre quelques petits exemples. Je crois que j'ai encore un petit peu de temps. Si je prends sur les 3 piliers du développement durable, sur le prochain slide, les achats responsables, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est essayer de mettre des conditions avec des labels et forcer nos partenaires, que ce soit pour de la prestation ou de l'achat de matériel, à répondre à des critères assez stricts. Cycle de vie, produits requisitionnés, aujourd'hui, on essaie de faire déjà d'avoir un cycle de vie plus long sur nos équipements, hein, ça c'est déjà en place. On essaye d'avoir une autre façon de le gérer. On va passer certainement dans du mode locatif plutôt que de l'achat par service pour pouvoir essayer de rationaliser l'usage. On voit qu'on a des équipements qui sont peu utilisés, donc on va essayer aussi d'engager les départements à bien connaître leur parc. Et puis, à un moment donné, quand on ne peut plus utiliser le matériel, aujourd'hui, on le rend à Realis, qui est un partenaire solidaire qui fait du reconditionnement et de la formation. Et on essaye aussi, récemment, on a mis en place tout un catalogue d'occasions qui nous permettent nous-mêmes, en interne, de réinjecter des produits entre départements qui peuvent être réutilisés et remis directement en rachat dans le catalogue de solutions IT. Tout ce qui est éco-conception, on a beaucoup travaillé sur la containerisation et puis les ressources à la demande. En éco-conception, pour l'instant, on n'a encore pas beaucoup avancé. On travaille surtout sur l'économie de ressources et de mettre, en fonction des logiciels qu'on développe, de faire des briques et que ces briques puissent être augmentées au fur et à mesure de la demande et de limiter l'usage dans notre data center de ressources informatiques. Next. Hôpital temps réel, alors c'est là où je vais rezoomer. Donc nous, on fait partie de l'INR aussi, et puis on a pas mal travaillé avec le WINR. Le WINR, c'est un outil qui permet de calculer son bilan carbone. Ce bilan carbone, on l'a fait en juin avec l'ENR. On a eu le résultat qui va nous permettre aussi de nous comparer avec d'autres sociétés, ce qui est quand même très important de pouvoir savoir où on se situe par rapport aux autres. Et puis, pour pouvoir l'utiliser comme un outil de pilotage, on est en train de l'intégrer dans nos dashboards dynamiques, ce qui va nous permettre en fait d'avoir un bilan carbone qui va mesurer le côté fabrication et le côté consommation électrique par département, par service, et de pouvoir faire des courbes d'évolution mensuelles pour pouvoir, en fait, en fonction de l'usage et du mode locatif qu'on va rendre dans le parc, comment les services et les départements vont pouvoir essayer de faire baisser les courbes et de ne pas être à plus 8% par an, mais de plutôt optimiser leur propre gestion de parc. Sachant qu'il y aura une refacturation du locatif des postes, on espère que l'aspect économique plus l'aspect bilan carbone va entraîner des bonnes pratiques et pouvoir en fait utiliser ce bilan carbone et les coûts machines réels vers une diminution du nombre d'équipements par service ou une meilleure utilisation. Parce que moins peut être plus. Et puis l'idée, c'est de capitaliser un maximum sur ce qu'on a aujourd'hui au Hugues et qui est fonctionnel. Donc ça, c'est un travail qui est fait à l'INER, en particulier avec aussi l'Université de La Rochelle. Et on espère avoir les premiers dashboards dynamiques début d'année. Sur la limitation des sollicitations, donc le développement durable, ce n'est pas que les gaz à effet de serre. Hein, donc on a aussi, par exemple, sur un nouveau bâtiment, on essaie de limiter le nombre d'écrans qui va être posé dans les couloirs, typiquement dans la maison de l'enfant et de l'adolescent, parce que les sollicitations sont trop importantes. Et c'est aussi bien d'essayer de sortir du tout numérique, surtout du numérique qui, des fois, n'a pas forcément d'usage, on va dire, efficient, quoi. La partie inclusion, tout le travail qui est fait de notre côté à l'hôpital, que ce soit pour la télémédecine, pour pouvoir augmenter le télétravail, favoriser les accès. Il faut bien qu'on pense aussi dans nos développements d'applications. On voit qu'il y a de plus en plus de contraintes pour venir à l'hôpital. On vient aussi avec la crise Covid, que toutes ces solutions comportent des capacités à pouvoir être utilisées et ne pas favoriser la fracture numérique de plus en plus importante. Dernier slide.
Je suis presque à l'heure, je crois. Limitation des ressources. Là aussi, on a un fort impact. On essaye de développer des solutions qui permettent de limiter les ressources, en particulier les ressources bâtiments. On a développé une application qui permet à la direction des systèmes d'information de mettre à disposition son bureau pour d'autres personnes et d'utiliser des bureaux en mode flex, c'est-à-dire réservables à la journée et demi-journée, avec une géolocalisation dans nos bâtiments. Ça va être développé et déployé dans certains nouveaux bâtiments où le personnel sera en mode flexible. Toutes les solutions de collaboration et de partage sont aussi un bon vecteur aussi pour faire de la diminution de déplacement et de mobilité, et puis le télétravail. Alors, en gros, si on fait un résumé de nous, comment on a mis ça en place, on a quand même eu une grosse formation en développement durable d'un cadre de la DSI, une bonne prise en compte du numérique responsable au niveau du management et de la direction des systèmes d'information. La réalisation du pôle rattaché directement au directeur est un facteur de succès. D'autant plus si cette gouvernance direction des systèmes d'information est complètement intégrée dans la RSE des entreprises pour qu'il y ait une synergie qui s'effectue. En termes de postes au HUG aujourd'hui, ça représente un 0,4 ETP. Ce n'est pas encore énorme, mais on a beaucoup d'actions qui sont lancées et qui se regroupent dans les différents axes. Le budget est ponctuel, il est demandé en fonction des projets qu'on lance. On n'a pas un budget à investissement dédié sur ce pôle. Et puis notre démarche, elle est collaborative et on essaye d'être pionnier et aussi d'entraîner les autres sociétés avec nous dans cette démarche. Voilà. Et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions plus tard. Merci. Un grand merci, chère Christine. C'était passionnant. Bravo en tout cas pour le travail qui est fait. Vous avez des questions d'ailleurs, hein, donc j'en profite pour relancer nos spectateurs, en l'occurrence, à poser des questions. Plusieurs questions ont déjà trouvé réponse et vous avez quelques questions qui vous ont été posées, Christine, donc je vous laisse les consulter et puis on se voit tout à l'heure. À tout de suite. On a maintenant Christian Marchand, il est consultant chez Green IT Consulting. Cher Christian, bienvenue parmi nous, on se réjouit de vous entendre et puis on vous retrouve tout à l'heure pour la table ronde. Merci Christophe, bonsoir à tous et merci à Loïco pour ce webinaire ce soir. Les présentations de Ivan et Christine étaient déjà riches. Il y aura peut-être un peu de redondance avec ce que je vais vous dire dans les minutes qui suivent. Le but peut-être de mon intervention ce soir, comme Christophe l'a dit, je suis consultant indépendant sur la thématique du numérique responsable depuis plus de 10 ans. Et à l'époque, on ne parlait pas encore de numérique responsable. On appelait ça du Green IT ou du Sustainable ICT, autrement dit de l'informatique verte ou durable. Et à l'époque, on était dans un contexte totalement différent qu'aujourd'hui. Et c'était des terminologies un petit peu péjoratives. Aujourd'hui, on parle plutôt, vous l'avez remarqué, de numérique responsable et de sobriété numérique. J'aime beaucoup ces deux termes, puisqu'en fait, ils sous-tendent une notion de comportement. Et comme ça a été mis en lumière aussi bien par Ivan que Christine, effectivement, c'est comportement avant tout qu'il faut analyser pour améliorer l'impact de notre IT en entreprise. Alors, peut-être, on va peut-être commencer avec 2 ou 3 slides à vous montrer finalement que le périmètre du numérique responsable est très, très large. Donc, à l'époque, le Gartner Group, il y a presque 15 ans de cela, et j'ai gardé cette terminologie du Gartner Group, a appelé le numérique responsable à l'époque, on disait Green IT 1.0, Green IT 1.5, Green IT 2.0. Le Green IT 1.0, si on veut mettre une action ou un verbe sur cette terminologie, ce serait je corrige l'impact environnemental de mes systèmes d'information. Et dans le Green IT 1.0, on englobait, ou on englobe encore, dans les projets qu'on peut mener, c'est tous les aspects de gouvernance, comme l'a cité Christine, très important, tout ce qui touche la durée de vie et fin de vie des équipements, tout ce qui touche les achats responsables, le poste de travail, le domaine des impressions, une thématique assez nouvelle qui est l'éco-conception logicielle, tout ce qui affecte les réseaux, la téléphonie, les data centers, les centres de calcul, et puis les autres services numériques qui ont apparu au fil des ans, comme le cloud et comme l'Internet des objets, comme l'a mentionné Ivan. Suivant. Le Green IT 1.5, si on veut mettre une action ou un verbe, c'est j'améliore. Donc, on a fait la phase 1, on a corrigé notre impact avec un certain nombre de bonnes pratiques
Certaines ont déjà été mentionnées aussi par Ivan. Et il y a encore des possibilités d'amélioration. Et dans le Green IT 1.5, on parle beaucoup de dématérialisation, de visioconférence, de plan de mobilité, de télétravail, de réseau social d'entreprise ou autres solutions de partage. Et vous noterez au passage que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on préconise la visioconférence et le télétravail, et soudain, la pandémie a boosté et a cumulé, on va dire, ces deux bonnes pratiques. Suivant. Et le Green IT de zéro, qu'on a assez vite rebaptisé IT for Green, c'est-à-dire je contribue, c'est-à-dire aujourd'hui, mes systèmes d'information, eh bien, j'ai maîtrisé leur impact et ils permettent même d'améliorer dans un certain nombre de domaines cet impact. Et là-dedans, on a des thématiques comme tous les outils de gestion de l'énergie, des émissions de gaz à effet de serre, tous les outils de gestion et de reporting sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Notamment aujourd'hui, on parle beaucoup des objectifs de l'ONU en vue de 2030. Tout ce qui est outils de gestion de la chaîne d'approvisionnement, etc. Clean tech et la labellisation. Voilà. Suivant. Donc, la gouvernance, ça c'est un exemple et on ne peut pas appliquer ce diagramme à toutes les structures d'entreprise. Dans une PME, on n'arrivera pas à mettre exactement ce diagramme en place, mais c'est pour vous donner une idée et déjà faire passer des messages importants. Il faut absolument, en termes de gouvernance, qu'on ait un sponsor. Il faut un sponsor dans l'entreprise qui va mener à bien ces projets numériques responsables. Et il faut que ce sponsor soit, si possible, même au niveau du management de l'entreprise. Alors, dans une PME, ça peut être le CEO lui-même qui sera le sponsor. Dans une plus grande structure, là, j'ai mis en parenthèse Smart City Manager. C'est un exemple que j'ai vécu au concret dans une grande administration cantonale, où c'est lui qui, pendant un certain temps, a porté ce projet, mais vraiment avec un total support du management. Il faut intégrer dans cette gouvernance toutes les parties prenantes. Ça peut être une centrale d'achat. Christine a mentionné tout à l'heure, par exemple, les HUG travaillent avec le père. Si on a des départements ou des acteurs dédiés à tout ce qui est développement durable, responsabilité sociétale d'entreprise, des responsables au niveau des infrastructures et des bâtiments, très vite, ces gens sont impliqués dans un projet et donc il faut les avoir dans la gouvernance. Et puis, bien sûr, la direction des systèmes d'information et, si c'est le cas, des consultants externes. Suivant. Voilà. Comment est-ce qu'on démarre en général un projet d'une certaine envergure comme celui des HUG, qui est un projet vraiment de grande envergure? Il faut prendre une photo à un instant T. Il faut savoir d'où on part pour se comparer dans le temps, dans la durée, et pouvoir mesurer sur le terme les progrès. Donc, on fait un audit initial de son empreinte. Et généralement, cet audit, il commence aussi par sensibiliser soit les employés, soit les parties prenantes du projet, etc. Ivan en a parlé de cette partie de sensibilisation. On fait un inventaire de ce qu'on a en termes d'équipement, de partenaires, etc. Très souvent, cet audit ou cette photo à un instant T montre qu'on n'a pas de métrique qu'on va pouvoir suivre dans le temps. Par exemple, dans les métriques, est-ce que je sais combien ma consommation en termes d'impression, combien de pages A4 par utilisateur par année je consomme? Est-ce que j'ai ce métrique? Est-ce que j'ai un métrique qui me dit combien de kilos de DEE, donc de déchets électroniques et électriques, par année et par utilisateur? On a parlé d'achat éco-responsable. Est-ce que j'ai un pourcentage de l'ensemble de mes achats IT, combien sont écolabellisés, etc. Donc, très vite, on se rend compte qu'on aura des métriques à mettre en place. Le degré de maturité, différentes méthodes
on utilise souvent la méthode CMMI, on ne va pas trop s'attarder dessus. Mais le degré de maturité nous permet, sur une échelle de 0 à 5, par domaine, qu'on a mentionné tout à l'heure, de dire, voilà, aujourd'hui, à l'instant T, j'ai un degré de maturité, par exemple, de 3 sur 5 dans le domaine des impressions. Il faut que sur le terme, on se rapproche le plus possible du 5 par la mise en place et le déploiement de bonnes pratiques. On va assez vite aussi avec cet audit déterminer des quick wins, c'est-à-dire on va très vite se rendre compte que le 4, 5, 6, une dizaine de quick wins facilement applicables et tout de suite déjà améliorer notre impact. Et puis, on aura une feuille de route, comme l'a mentionné aussi Christine, qui nous l'a détaillé pour les HUG. Suivant. Voilà, alors quelques retours d'expérience. Celui des HUG, moi, je l'ai trouvé très, très intéressant. Je vais vous parler de 3 retours d'expérience. Un, c'est celui d'une banque cantonale romande, qui était déjà exemplaire quand on les a approchés dans sa démarche numérique responsable. Ils avaient vraiment déjà mis beaucoup un nombre de bonnes pratiques en place. Et puis, ils nous ont dit, je dois faire une refonte de notre site corporate et je vois pas tellement qu'est-ce que je peux faire en matière numérique responsable. Donc, on a défini pour leur cahier des charges un certain nombre de bonnes pratiques de développement web, ce qu'on appelle l'éco-conception logicielle. Au fil de l'avancement du projet, il a été décidé de publier ces bonnes pratiques sous forme d'un petit bouquin qui a été publié chez Erol, qui est les 115 bonnes pratiques de l'éco-conception web, avec un partenaire qui est Frédéric Bordage. Et donc, on a mis ça dans le public, plutôt que de garder ça dans nos tiroirs respectifs. Et puis, finalement, la banque en question a aussi fait une compensation carbone par rapport à son site web et son site e-bank. Voilà. Il y avait un côté labellisation, mais qui n'a pas abouti pour différentes raisons. Suivant. Une autre banque cantonale romande qui a intégré cette notion de numérique responsable dans la labellisation éco-entreprise. Certains d'entre vous connaissent ce label éco-entreprise et ils ont intégré cette notion de numérique responsable. Donc, on fait des audits récurrents tous les 2-3 ans, on mesure les points de progrès. C'est une banque qui a fortement axé sur la dématérialisation, qui est aussi exemplaire en termes d'achat responsable. Et je vous ai mis à gauche un petit peu ce graphe, cette araignée en termes de maturité, CMMI. Donc, vous voyez, par exemple, en rouge au milieu, c'est le degré de maturité pour une banque identique, donc un standard, on va dire. Et puis, on a mesuré, vous voyez, déjà 3 fois, et on voit chaque fois ce degré de maturité qui se rapproche des bornes du 5 sur 5. Donc, c'est vraiment exemplaire. Suivant. On arrive presque au terme de la présentation. Donc, une grande administration cantonale qui, depuis 9 ans, fait des audits récurrents, qui a un schéma directeur NR, donc vraiment une gouvernance en place, qui fait un bon suivi de ces quick wins, qui a intégré cette partie dans la stratégie développement durable de l'État, du canton, et qui va vers une labellisation numérique responsable, probablement dans le premier trimestre 2022. Voilà donc pour ces retours d'expérience, et c'était juste pour vous montrer que ce numérique responsable, c'est un vaste champ, il y a beaucoup d'applications possibles, et il faut vraiment un fil conducteur pour arriver à terme. Voilà, merci. Un grand merci, cher Christian. Merci pour toutes ces informations. Avant d'attaquer la table ronde, puisqu'on a promis de finir vers 18h, donc il faut évidemment qu'on avance. Avant d'aller sur la table ronde, je crois qu'on a une petite question à vous poser, en l'occurrence, voilà, il y a une question qui va apparaître sur votre écran. On va vous demander de voter donc, par rapport aux futures thématiques que traitera pour vous l'INR. Sur ce type de format ou d'autres. D'ailleurs, peut-être qu'il sera sympa à un moment donné de se voir pour boire un verre aussi, puisqu'on a parlé avec Christian évidemment de numérisation, notamment des conférences ou des échanges. Mais se boire un verre, c'est aussi sympa de temps en temps. Là, on va vous laisser voter, on va laisser encore quelques secondes, puis je vais demander à la technique chez nous, à Marie, qu'elle nous dise quand est-ce qu'on aura suffisamment de réponses pour pouvoir passer à la suite. Je ne sais pas d'ailleurs si on veut montrer
montrer les résultats, peut-être, c'est évidemment intéressant, le cas échéant. Je ne sais pas si Marie, tu as envie de montrer les résultats. En tous les cas, ce que je vais demander dans l'intervalle, peut-être, c'est que vous activiez vos caméras, chers intervenants. On va passer à la partie table ronde de notre soirée, qui est riche en informations, riche en partage. Donc, on va la terminer sur une jolie note. Je demande également peut-être à Delphine, vous pouvez sans doute nous rejoindre, Christine également, si vous êtes d'accord. Voilà, c'est magnifique pour ma part. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais d'ailleurs demander à Marie de nous partager les résultats du petit sondage. Comme ça, voilà, vous pourrez voir en direct le résultat, voilà, de tout ce qui vous intéresse. Bon, il y a plein de choses, donc c'est déjà bien. On a eu 27 votants, donc une partie des gens qui ont voté, c'est très bien. Et voilà, on transmettra dans le résultat l'INR. Donc, on va maintenant arrêter le partage d'écran. On va voir tous nos conférenciers en mode plein écran. Et puis, je vais commencer avec une question peut-être. Après, je vous laisserai. Des fois, je vous spotterai en disant, voilà, c'est à vous que la question est posée, parce qu'il y a également des questions que je vais peut-être reprendre du Q&A, ou bien je la poserai à vous toutes et tous. Déjà sur la prise de conscience. Est-ce que, selon vous, la prise de conscience dans les organisations aujourd'hui, de leur impact en termes de durabilité, l'impact en termes de durabilité de l'IT est suffisant sur votre expérience? Alors évidemment, on a Christine qui vient d'une grande organisation, en tout cas elle peut parler pour la sienne. Puis je pense qu'avec son 40% dédié, je ne sais pas si c'était ça, hein, puisque vous avez parlé tout à l'heure ça m'a marqué, d'ailleurs, c'est une des questions notamment du 40% qui est dédié à ça en termes de ressources, mais est-ce que peut-être auprès d'une Delphine, d'un Christian là, qui a levé la main, est-ce que la prise de conscience est suffisante, cher Christian? Christian, voilà. Avec le recul de 10 années, c'était une thématique qui était très pertinente jusqu'en 2015. En 2015, il y a eu la COP21 à Paris, dans laquelle on a posé beaucoup d'espoir. Et il ne s'est pas passé grand-chose après la COP21. Aujourd'hui, on vient de vivre la COP26. Mais je dois dire que l'urgence climatique et les jeunes qui sont redescendus dans la rue ou descendus dans la rue tout simplement depuis maintenant plusieurs mois fait que oui, il y a une prise de conscience qui se fait, pas seulement chez le particulier, mais vraiment en entreprise, dans les administrations, etc. Donc oui, il y a un vrai regain d'intérêt pour cette thématique depuis quelques mois, et on peut dire merci aux jeunes d'être descendus dans la rue finalement. Oui, absolument. N'hésitez pas les autres à lever la main virtuellement ou physiquement si vous intéressez cette question-là. Le lien direct, puisque Christian, vous l'avez évoqué, mais la COP26, l'impact IT, c'est une thématique qui a été évoquée ou c'est quelque chose qui est passé complètement sous le radar? Vous me disiez qu'on avait des problématiques peut-être de charbon à régler avant, qu'on n'a même pas réglé, mais voilà. Est-ce que c'était une thématique, vous le savez ou vous ne le savez pas? Je ne vais pas vous prendre la phrase sur cette question, je pense. Voilà, non, mais aucun souci. Allez, Ivan. C'est un excellent sujet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les grands organismes mondiaux se basent sur les données qui sont générées par le lobby du numérique, qui est à Bruxelles. Donc, bien évidemment, ce lobby dit que plus on digitalise, plus on va réduire notre empreinte, ce qui est tout à leur intérêt, hein, finalement. Donc, aujourd'hui, nous avons des institutions comme la Banque mondiale et d'autres institutions comme l'Union européenne qui ont suivi les outputs, on va dire les résultats générés par ces rapports. Donc finalement, pourquoi amener cette problématique si ce n'en est pas une? Donc aujourd'hui, on manque encore d'un anti-lobby. J'espère que ce sera les jeunes qui pourront amener ces vraies données, cet impact, aussi bien les avantages que les impacts du numérique. Qu'est-ce qu'ils portent sur leurs épaules, ces pauvres jeunes qui on leur demande de sauver notre monde? Ça aurait été bien qu'on commence il y a 20 ans, comme disait Cédric, qui a dû malheureusement nous quitter dans l'assistance. Moi, j'avais une question après pour faire un petit peu le lien avec les PME, parce qu'on a parlé aussi de beaucoup des grosses organisations, mais peut-être pour faire ce lien, parce qu'il est assez logique aujourd'hui, c'est durabilité versus sécurité. Est-ce que ce n'est pas un combat perdu? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et on l'a vu pour tous les types d'organisations, évidemment, on a les niveaux d'attaques qui ont augmenté, notamment pendant la pandémie, où beaucoup de choses sont digitalisées. Est-ce que finalement, cette question de la durabilité ne reste pas d'être complètement éteinte par la question de la sécurité? Ivan, je ne sais pas si... Est-ce que tu as levé la main? Oui, je te laisse répondre après, évidemment. Oui, c'est une très bonne question. En fait, elles sont complètement complémentaires. Aujourd'hui,
on a vu dans le graphique qu'on va générer de plus en plus de données. Donc, on va stocker de plus en plus de données dans le cloud. Ça veut dire qu'on est potentiellement plus attaquable au niveau de cybercriminalité. Donc, on va dépenser encore plus d'argent pour protéger ces données. Donc, quand on parle de frugalité, c'est-à-dire d'un point de vue environnemental, c'est stocker le moins de données possible, mais ça se trouve aussi dans l'économie et dans la protection. Moins je vais stocker dans le cloud, moins je vais être inquiet des données, je serai plus attentif aux données sensibles et toutes les données autour, finalement, si j'ai fait mon travail de sobriété, je pourrais m'inquiéter un peu moins. Et donc, toutes les services IT de PME qui ont passé les 20 dernières années à pousser leur direction et ça pour digitaliser un maximum, etc. Maintenant, il faut leur dire stop, les gars, revenons à nos classeurs fédéraux. Non. Le but, ce n'est pas d'arrêter la digitalisation, c'est justement de mieux l'utiliser. C'est de continuer à digitaliser, mais en étant conscient de tous les risques qu'il y a autour de la digitalisation. Pas que des avantages, mais aussi des risques. Merci beaucoup. Christine? Si je peux... Pardon, Christine. Ouais, la sobriété numérique, ce n'est pas forcément moins dématérialisé, hein, c'est mieux dématérialisé. L'idée, c'est de toute façon, on a un usage des données qui va être de plus en plus important. Ça va être, typiquement dans un hôpital, on voit mal une diminution des données collectées, sachant qu'elles vont certainement permettre de mieux soigner. De faire plus de recherches, de faire du blockchain, de faire de l'intelligence artificielle. Donc, l'idée, c'est comment on stocke, comment on évite les redondances, comment on optimise. On utilise moins le cloud parce qu'on a un haut niveau de sécurité qui fait qu'on doit beaucoup stocker aussi en interne. On ne peut pas stocker n'importe où, n'importe comment. Mais il y a quand même un grand levier de progrès et de diminution de consommation. Et puis aussi, la dématérialisation et le numérique va être un moyen d'aider en développant mieux aussi à diminuer les impacts et d'améliorer le développement durable sur d'autres axes. C'est pas qu'un centre de coût. On peut être beaucoup plus sobre, certainement, à l'hôpital comme ailleurs. Puis on a aussi plein de solutions innovantes. Et puis l'informatique, par sa fonction, connaît bien les métiers qu'elle sert, connaît bien la transversalité, et c'est un acteur majeur pour proposer des solutions où on peut avoir un impact positif. Nous, on peut voir comment améliorer, par exemple, un plateau technique, parce qu'on connaît les flux de données, on connaît les datas, on est capable de monter des tableaux de bord qui permettent les optimisations. Donc, c'est vers ça que nous, on essaie de tendre. Merci beaucoup, Delphine. Oui, je voulais juste rajouter que finalement, ce n'est pas vraiment un choix. On va être obligé aussi de faire attention. Et ceux qui entrent aujourd'hui dans ce mouvement-là et pensent à toutes ces choses sont dans la bonne voie et je pense, préparent le futur aussi. Si on en a un de futur, hein, chère Delphine. Oui. La COP26, on n'est pas tout fait sûr, mais voilà. Si, on va y arriver. J'avais envie quand même de faire le lien un petit peu avec les PME, parce que malgré tout, c'est qu'on a pas mal dans les expériences partagées. On a pas parlé de grandes organisations. Les PME, elles commencent par quoi? Christian ou Ivan, peut-être Ivan qui a activé son micro. Ouais. Déjà, en participant à des webinaires comme celui-là, c'est sûr qu'on ne peut pas améliorer ce que l'on ne connaît pas. Donc, être conscient de l'utilisation du digital, c'est la première chose. La deuxième, ça peut être très simplement aller sur l'Institut numérique responsable. Il y a un MOOC de 4 heures qui montre, qu'il est gratuit bien évidemment, qui montre quel est l'impact du numérique et comment l'utiliser correctement pour faire des économies d'argent, d'empreintes et de sociétés. Et finalement, comme disait Christian, si on n'a pas les ressources en interne, c'est de se faire accompagner soit par des organisations, soit par des experts, soit par des cabinets, peu importe. Mais aujourd'hui, le savoir-faire, il est là. Il faut juste que la problématique soit sur la table des dirigeants. Christine, vous voulez intervenir sur cette question-là? Vous avez la main levée. Ah non, c'est une erreur. La main, je dois la baisser en fait, je pense. Il faut que je la baisse. Voilà. Moi, désolé. Je remarqué. Comme un grand Christian. Oui, juste pour compléter ce qu'a dit Ivan, donc vraiment cette partie sensibilisation de départ, elle est très importante dans une PME aussi, et parce que si on veut une bonne acceptation des bonnes pratiques qui seront suggérées à travers le cheminement vers un numérique responsable, il faut vraiment que cette sensibilisation soit forte au sein de l'entreprise. Et encore une fois, en termes de gouvernance, il faut vraiment qu'il y ait un sponsor sur la thématique qui va prendre ça sur ses épaules et driver ses collègues.
Merci beaucoup. Je vais faire le lien avec quelques questions qui sont posées, mais je voulais, avant de prendre la question de Jérôme, intéressante, sur la question des normes légales, finalement. Est-ce que Ivan, qui a posé pas mal de chiffres, c'était capable de nous dire, finalement, en termes d'impact, la répartition entre l'impact des particuliers au niveau de l'empreinte carbone numérique et des entreprises? Est-ce qu'on la connaît, plus ou moins, cette répartition? Alors, j'ai la réponse facile qui est ça dépend de l'entreprise et du particulier. Non, aujourd'hui, par exemple, environ 70 ou 80% des données qui véhiculent dans le monde, ce sont des données vidéo, c'est-à-dire les usages que l'on fait de Netflix, YouTube et équivalents. Donc, c'est vrai que les particuliers nous avons un grand rôle à jouer. Pour les entreprises, ça va être plutôt l'utilisation et le renouvellement des équipements. Donc, je n'ai pas de chiffres en tête entre particuliers et entreprises. Ça dépendra dans quel secteur on se concentre. Mais les deux, on est complémentaires dans l'empreinte. Donc, on peut réduire à la fois à la maison et au travail. Par contre, c'est clair qu'en termes de mesures, les actions possibles sont différentes. Il y a Jérôme Frachebourg là, qui nous pose la question des normes légales contraignantes qu'on pourrait mettre en place. Est-ce qu'on ne devrait pas finalement, parce qu'on voit que notamment dans le domaine de la durabilité, finalement, on en parle pendant 20 ou 30 ans, finalement, il ne se passe pas grand-chose tant qu'il n'y a pas un législateur qui arrive et dit, écoutez, maintenant, ça sera comme ça. Jérôme parle de l'obsolescence programmée, finalement, dont on parle beaucoup. En tant que président de la Fédération romande des consommateurs que je suis, évidemment, c'est un combat qu'on mène depuis pas mal de temps. Est-ce que sur ces questions du cadre légal, est-ce que quelqu'un veut se prononcer sur la question? Alors, moi, je veux bien dire quelque chose là-dessus. Je pense qu'il faut aussi essayer d'éviter de toujours mettre la pression sur le consommateur ou l'employé. Hein. Donc, il y a la régulation a un fort impact et elle doit jouer son rôle. On voit que la Commission européenne a mis en place pas mal de choses sur l'obsolescence programmée, sur limiter, par exemple, le câble qui va être livré avec le smartphone, etc. Donc là aussi, en Suisse, on a certainement des choses à mettre en place en termes de régulation. Et puis, je pense que dans une entreprise ou en particulier, il y a les bonnes pratiques et tout ne viendra pas du bas. Donc, je pense aussi l'exemplarité aussi et la force de proposition top-down doit être assez forte, un peu comme la régulation. Et je pense qu'il y a un modèle à jouer et que ces enjeux soient bien pris en compte, que ce soit en direction générale jusqu'à l'employé, mais pas tout de suite toujours mettre la pression sur les employés et leur consommation. Voilà, c'est pas là où il y a forcément déjà les plus grands gains, si je puis dire. Donc, il faut bien cibler finalement ces batailles. En tant qu'employeur, c'est bien de le dire, évidemment, en tant que représentant en tout cas de l'employeur. C'est intéressant. Merci Christine. Ivan, sur cette question-là, du coup. Oui, juste pour compléter Christine qui a raison, c'est qu'aujourd'hui, on ne le sait pas trop, mais la législation avance très très vite vers un numérique responsable. En France, nous avons déjà la loi anti-gaspillage qui a mis en place des indices de réparabilité et mettra des indices de durabilité. En 2022, dans quelques mois, les fournisseurs d'accès Internet vont être obligés de montrer à leurs consommateurs quelle est l'empreinte carbone de leur utilisation d'Internet. Et l'Union européenne, de la même façon, depuis l'année dernière, est en train de mettre la pression sur les fabricants pour mettre en place des cadres plus stricts, mais aussi d'inciter les entreprises à travers des financements, comme avec le Green Deal, pour aller vraiment vers une utilisation plus responsable du numérique à travers plein d'actions. Donc, ce qui est important aussi pour les PME, c'est de savoir qu'à la fois la législation, elle est là un peu pour contraindre les mauvaises utilisations, mais qu'elle est là aussi pour favoriser et inciter les organisations qui souhaitent aller dans la direction du numérique responsable. Merci beaucoup. Alors, Christian, encore cette question-là, vous voulez réagir? Oui, tout simplement pour citer une bonne pratique dans le domaine des impressions, il faut savoir que, par exemple, nos imprimantes, c'est l'équipement informatique dans lequel il y a le plus d'obsolescence programmée embarquée, puisqu'on parle d'obsolescence programmée. Une bonne pratique, c'est simplement de louer ou de leaser son parc d'imprimantes. En ce faisant, on reporte la problématique de l'obsolescence chez le constructeur ou le fournisseur qui n'a aucun intérêt à ce que son imprimante tombe en panne 3 jours après la fin de garantie. Donc, déjà en mettant en place un certain nombre de bonnes pratiques, dont celle de louer le service d'impression plutôt que de l'acheter, eh bien, on va aussi contribuer à lutter contre cette obsolescence programmée, malgré, c'est vrai, tout ce qui se passe
dans le cadre légal, comme ce qui a été voté en France dernièrement, etc. Typiquement, au Hugues, c'est ce qu'on a fait. Et on a mis un coût au clic, ce qui rajoute un ratio économique et avec une refacturation au département et aux utilisateurs du nombre d'impressions louées, ce qui fait forcément diminuer les coûts. Et c'est la même optique qu'on va prendre pour tout ce qui est matériel informatique. Intéressant. Merci beaucoup. On parlait du cadre légal. Les questions étaient posées notamment sur la position de la Suisse et de son cadre actuel. Alors, la Suisse en avance, en retard, cette thématique de durabilité en lien avec l'informatique, en lien avec l'IT. On connaît, puis je voulais poser une question, peut-être pour réfléchir à ça, mais aussi à Christine, sur la question des marchés publics, hein, puisque évidemment, vous êtes soumis au marché public, au HUG. Le cadre des marchés publics ne donne pas une grosse place en Suisse, hein, à la durabilité. Alors, ma question, c'est marché public un frein ou quelque chose de positif pour vous à HUG en ce qui concerne la durabilité, chère Christine? Alors moi, je pense que c'est vraiment une force de frappe parce qu'en fait, quand on fait un appel d'offres groupé pour toutes les institutions romandes d'achat de matériel informatique, forcément, si on met des éléments liés à la durabilité, ça force les constructeurs à venir et à jouer le jeu. Je pense qu'il y a déjà des aspects qui sont depuis longtemps dans ces appels d'offres. On se faisait aider par Electronic Watch, qui vérifiait déjà, qui allait faire des audits par exemple dans les ateliers de fabrication pour voir si les équipements étaient fabriqués par des jeunes enfants, par exemple. Donc aujourd'hui, on est en train de monter finalement des critères de durabilité sur les appels d'offres. Alors pas seulement équipements, ça va s'étendre à tous les équipements, que ce soit biomédicaux, informatiques, tous les achats des Hugues. Il y a un travail qui est fait à ce niveau-là et je pense que c'est un gros levier, surtout quand on est des grosses entreprises, pour faire changer le marché. Parce que bon, les gens veulent vendre, hein, donc si à coup ils perdent des marchés aussi importants, ils vont faire des efforts pour rentrer et pouvoir répondre à nos critères. Hein. Merci beaucoup. Sur la question de la position de la Suisse dans ce domaine, est-ce qu'on est en retard? En avance, a priori pas, mais est-ce qu'on est en retard et sur quel point? Est-ce que quelqu'un veut se positionner là-dessus ou je passe un peu à la question suivante? Des fois, un silence dit plus qu'une intervention sur cette question-là. Juste pour ne pas laisser le silence, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de... On est tous en retard. La Suisse, dans certains domaines, la France dans d'autres. Si on regarde l'Espagne ou l'Italie, je ne pense pas que le numérique responsable, ce soit un vocabulaire qui est utilisé. Donc, j'ai envie de dire que, ne serait-ce qu'à travers de l'Institut, c'est déjà des grandes actions qui sont mises en place. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Non. C'est pour ça qu'on continue à travailler tous les jours. Mais on y est. En Suisse, on est sur la voie du numérique responsable. Super, merci beaucoup. Il y a une question, Delphine, qui t'était posée, mais en gros, être membre de l'INR, ça implique quoi et ça sert à quoi? Les membres de l'INR, c'est pour les organisations, on est d'accord d'abord? En tout cas, nous, le mais à titre d'organisation, est-ce qu'il y a un membership privé aussi? Alors, c'est pour les organisations. Après, il y a différents niveaux et en termes d'engagement, c'est surtout la participation au développement, enfin, à l'utilisation des outils qui sont mis à disposition et puis aussi aux phases d'expérimentation et d'évolution des outils. Je pourrais peut-être envoyer de l'information plus détaillée aux personnes qui sont intéressées. Mais en tout cas, on va dire que si je peux répondre simplement, c'est vraiment une mise à disposition d'outils qui permet de faire justement un calcul de son impact. Et puis ensuite de mettre des choses en place et d'être accompagné. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on dirait en termes de bonnes pratiques d'engagement, vous êtes une entreprise adhérée à l'INR, vous êtes un particulier adhéré à la FRC, puis finalement, on s'engage pour l'observance programmée. Et puis, surtout pour l'action collective, hein, qui n'existe pas en Suisse aujourd'hui. Hein, donc, le fait de pouvoir attaquer collectivement une organisation n'existe pas. Et c'est vrai que, notamment sur ces questions-là, et on a certaines thématiques qui ont été évoquées, c'est intéressant d'avoir cet outil législatif en Suisse. Voilà, en tous les cas, je vous remercie. Je ne sais pas si quelqu'un voulait encore intervenir. Non, ce n'est pas le cas, malheureusement. On a dépassé parce que la thématique est intéressante et qu'on a tellement de cerveaux autour de la table. C'est vrai que c'est difficile de tenir l'heure. L'avantage, comme je dis toujours, des webinaires, c'est que si les gens veulent se barrer, ils peuvent le faire sans passer devant l'assistance. En tout cas, un tout grand merci à l'INR,
Un tout grand merci à nos intervenants, à Christian, Ivan, Delphine, à Christine. Un grand merci à Marie et l'équipe Marketing Loïco pour l'organisation. Et puis évidemment, à tout bientôt pour d'autres événements. On a évidemment bien retenu toutes les thématiques que vous vouliez traiter. On va essayer de les traiter, évidemment. Il y en a beaucoup. On va essayer également, il y a 10 questions encore qui sont ouvertes. Alors, certaines ont été prises sur la table ronde, mais on va également essayer de répondre à vos questions avant de vous envoyer le fameux PDF, les synthétisants. Il y en a déjà 9 qui ont été résolus. Donc, je remercie les participants. Puis peut-être certains participants qui ont encore un petit peu le temps, je demande de rester en ligne puis continuer à répondre aux questions si ils le feront par après. En tous les cas, un grand merci à toutes et à tous. Très, très bonne soirée et à bientôt pour d'autres événements de l'INR et de l'OIPO. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous.